Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Charrier, ravi de vous accueillir dans 9e art, le podcast de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Dans chaque épisode, une autrice ou un auteur se raconte, revient sur sa pratique, sa carrière, son actualité, sa vision du 9e art et répond à notre questionnaire de Proust version BD. Je vis et je travaille tout près de Bordeaux. Je fais de la bande dessinée depuis près de 20 ans. J'ai réalisé plus d'une vingtaine d'albums. J'ai fait de la jeunesse, j'ai fait de l'adulte, du docu-fiction, du biopic, de la fiction. Qui suis-je ? J'habite en Touraine depuis 18 ou 19 ans. J'écris depuis 22 ans. Essentiellement à jeunesse, je dois avoir 35 livres à mon actif. J'écris essentiellement sur des thèmes historiques. Voilà, qui suis-je ? Et bonjour Sandrine Revel et bonjour Béatrice Egemard. Bonjour Mathieu. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de cette bande dessinée sortie il y a quelques semaines maintenant qui s'appelle Germaine Cellier, l'audace d'une parfumeuse. On aura l'occasion d'en reparler. J'allais vous présenter, mais vous l'avez bien fait. Béatrice Egemard, on vous doit plusieurs livres, vous le disiez, notamment à destination de la jeunesse. Sandrine, bien connue de nos auditeurs, puisque bien connue des amateurs de bande dessinée, notamment pour le poignant Grand Silence ou la magnifique biographie de Glenn Gould. J'ai retenu que ces deux-là, mais il y en a d'autres dont on aura peut-être l'occasion de parler aussi. D'abord, avant de revenir sur le parcours et toute l'histoire de Germaine Cellier, peut-être en quelques mots nous dire pourquoi et comment vous êtes retrouvés sur ce projet, vous avez eu envie de vous intéresser à ce personnage, à cette femme qui est un vrai personnage. Alors, la chronologie veut que je commence. Donc, moi, j'ai toujours été intéressée par l'histoire de la parfumerie. Avant de m'attaquer à Germaine Cellier, j'avais écrit 5 fictions, 3 pour la jeunesse et 2 pour les adultes, mettant en scène des parfumeuses que j'avais imaginées. Et puis j'ai eu l'occasion de suivre une formation d'une année scolaire de designer olfactif, où j'ai appris plein de choses, évidemment sur la composition des parfums, et où il y avait une brève introduction à l'histoire de la parfumerie contemporaine, et on nous a montré des photos, c'est passé d'abord par les photos, le coup de foudre, je dirais, de cette femme incroyable qui avait donc une allure de star de ciné. On voyait de suite qu'elle avait un très fort caractère. Et j'ai fait quelques recherches et je me suis aperçue qu'il n'y avait aucune biographie d'elle, ce qui n'est pas étonnant, les parfumeurs sont assez peu médiatisés. Et là-dessus, ça se savait un petit peu dans le milieu littérature jeunesse que j'avais fait cette formation, que je m'intéressais aux parfums. Il se trouve que Karine Leclerc, éditrice de la BD chez Nathan, est passionnée de parfums également. Après, c'était le travail de l'éditrice de trouver donc une illustratrice ou un illustrateur pour faire un bel écrin à cette histoire. Et donc, Karine Leclerc avait déjà travaillé avec toi. Karine Leclerc, en effet, avait travaillé avec moi en jeunesse et elle a pensé à moi. Elle m'a appelée pour savoir si le sujet m'intéressait. Et quand j'ai été libre de travailler sur ce projet, eh bien, voilà, ça s'est lancé d'une manière assez naturelle et rapidement. J'avais déjà travaillé sur la musique, qui est aussi un élément invisible et j'avais pris énormément de plaisir aussi à le retranscrire en dessin, et donc j'avais fait un peu ce parallèle, et je pense que Karine aussi avait dû faire ce parallèle avec Germaine Cellier et Glenn Gould, ce côté le dessin, le graphisme aussi. Je pense que le dessin de Glenn Gould l'avait séduit. Parce qu'il faut préciser que Germaine Cellier, certains de ses parfums sont encore portés aujourd'hui. Notamment Fragga, qui est son best-seller, qui est presque un soliflore tubéreuse et qui a été un énorme succès aux États-Unis. Je ne sais plus quel est le grand couturier qui dit tous les couturiers gays adorent Fragga parce que leur maman l'a porté. Donc, c'était un parfum emblématique féminin, hyper féminin, qui était perçu à l'époque où il est sorti comme un parfum de vamp et de star, et qui maintenant est perçu très différemment. Plus cocon, plus dans la douceur, dans la fleur blanche. La tubéreuse est une fleur blanche la plus capiteuse de toutes, je pense. Quand elle naît en 1909, il y a des premières pages dans le livre, voilà, quelques années, et on la voit déjà sentir, je me rappelle, son petit frère, et toutes les odeurs, on sent qu'elle est très intéressée par les odeurs. Est-ce que ça, c'est une partie un peu romancée, ou est-ce que réellement, dès son plus jeune âge, elle était encore plus intéressée que les autres par ce qu'ils sentaient ? Alors, c'est romancé,
à partir de quelque chose d'évident, c'est que tous les nez sont hypernosmiques, c'est-à-dire ont une façon de ressentir les odeurs différentes du commun des mortels. Ce qu'on savait d'elle de sûr, c'est l'anecdote sur les petites fleurs des sables, les petits œillets des sables. Elle disait, c'est quelque chose que j'ai su par sa famille, qu'elle était devenue parfumeuse pour retraduire le parfum des petits œillets des sables. Alors après, pendant l'enfance, j'ai imaginé qu'elle sentait une casserole avec des oignons qui brûlent, ou qu'elle sentait la tête du bébé, parce que les crânes de bébé ont une odeur particulière. Voilà, ça c'est romancé. Mais c'était quasi sûr qu'elle était sensible aux odeurs forcément très jeune. Il existe beaucoup de documents la concernant pour la dessiner, lui donner vie comme ça? Non, pas énormément. Béatrice, tu m'as envoyé quelques photos, mais c'est celle, je sais pas, il y en a 4-5 peut-être, où elle est adulte. C'est déjà pas mal, tu sais, parce que Jean-Carl, par exemple, qui est aussi c'est un parfumeur cité dans le livre, on n'en a qu'une et de très mauvaise qualité. Elle, on a quand même suffisamment de photos pour voir son aplomb. Oui. Et... C'est vrai je l'avais de face, je l'avais de profil, donc je pouvais la travailler en 3D dans ma tête. Mais après, bon, ça tient plus de l'intention, je dirais. Béatrice me l'a décrite comme une femme de caractère, une femme avec beaucoup de grâce, beaucoup d'élégance. Et donc, j'ai plutôt travaillé la silhouette de Germaine Cellier. Et ensuite, c'est vrai que Béatrice y a mis le caractère, la personnalité dans les mots, dans les dialogues, dans les situations. Voilà. J'avais pas grand-chose, mais ça me suffisait en tout cas pour un. Voilà, je n'avais pas la contrainte comme j'ai pu l'avoir dans le biopic sur Marilyn Monroe ou sur Glenn Gould. C'était pas la même contrainte. Oui, parce qu'aussi le public a moins une image déjà en tête, donc c'est vrai que c'est plus facile de... On découvre aussi qu'à 15 ans, elle commence des études pour devenir laborantin, et assez vite, elle va justement... C'est ce que je trouve aussi intéressant dans ce livre, c'est que elle va vraiment manier presque des produits chimiques, des odeurs, des produits. On pense toujours que le parfum, c'est quelque chose de très poétique, et en fait, on se rend compte que déjà à l'époque, ça se fabrique. Bien sûr, oui. Et en fait, les premiers éléments chimiques dans la parfumerie, ça a été introduit dans les années 1880. Et là, on est dans les années 1930, donc ça a déjà 50 ans. Et en fait, la capitale emblématique des parfums, la ville de Grasse, faisait valoir essentiellement les produits d'origine naturelle, c'est-à-dire les huiles essentielles, les absolus, et les usines chimiques qui isolaient des molécules odorantes étaient dans la région parisienne. Et là, Germaine va se retrouver au fil des déménagements de ses parents à Argenteuil, dans une usine qui fait essentiellement de la chimie. Et elle va manipuler des produits pendant des années, comme il est nécessaire pour tout parfumeur en formation, se familiariser avec les produits, avec leur intensité, en les dosant, en faisant des pesées. C'est vraiment, parce que là aussi vous racontez que c'est à l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes en 1925, qui a ce pavillon consacré au parfum. Oui. Superbe, dont on n'a aucune trace. On a une photo, tu te rappelles, qui est très mauvaise, je crois, comme qualité. Il y avait plein de choses passionnantes comme ça. Alors, l'exposition de 1925, c'est quand même... J'ai envie de dire, c'est pas si vieux. Si, c'est vieux, mais enfin, quand même, c'est pas le 18e siècle, quoi. Et c'est là qu'elle a cette révélation, qu'elle se dit ça... Non, je pense... Là, franchement, j'ai imaginé qu'elle y allait, parce que je pense qu'elle y est allée avec ses parents, c'est très vraisemblable, mais elle a forcément vu le pavillon des parfums, les fontaines à parfums, les vitrines des parfumeurs dont on a quelques photos. Il y avait des pavillons extraordinaires, les pavillons des habitats modernes que tu as eu tant de mal à transcrire parce que la photo était pas bien, les sources de France, voilà, toutes ces choses. Et puis il y avait les 3 péniches du couturier Paul Poiret, qui était quand même la vedette de l'époque, qui s'appelait Amour, délices et orgue, et il y en a une qui était consacrée à ses parfums, qu'il avait eu la mauvaise idée d'appeler les parfums de Rosine. Et il n'y avait pas Poiret dans le nom des parfums. Donc ça a été le premier couturier à lancer son parfum, mais pas sous son nom. La première qu'il a fait sous son nom, après, ça a été Chanel, et avec un succès supérieur. Sandrine, question bête, mais comment on représente des odeurs en dessin ?
comme je l'ai dit au tout début, c'est vrai que je ne viens pas de cet univers du parfum. Je n'avais pas cette sensibilité-là. Donc, Béatrice m'a tout donné. Je ne pouvais pas improviser, d'autant plus que c'est quand même, voilà, c'est dosé, ce sont telles fleurs, ce sont telles essences. Donc voilà. Après, ce que je peux faire avec tous ces éléments-là, c'est travailler la couleur, travailler le dessin, la mise en page. Parce que c'est amusant, justement, parler de la couleur, du dessin, et quand on regarde certains de ces dessins, on a presque des odeurs qui nous viennent, parce que y a des fleurs, parce qu'il y a des... Donc quand même, on arrive à faire sentir en dessinant presque. Oui, mais ça c'est, comme je dis souvent, la création, c'est toujours un mystère. Donc, il y a beaucoup de choses évidemment qui sont réfléchies et qui sont travaillées. Et puis au fur et à mesure, il y a des choses qui viennent, des idées, peut-être même inconscientes. Mais bon, il y a aussi la maturité aussi. Peut-être que cet album-là, j'aurais pas pu peut-être le faire il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Donc avec toute cette maturité, eh bien, voilà. Et le travail du dessin, comme je disais, le travail de la mise en place des éléments, donner une espèce de... Quand on voit les éléments sortir de la bouteille comme ça et exploser, voilà, on a une explosion de parfums qui s'associent, les éléments s'associent les uns aux autres et créent une unité. Donc voilà, c'est un jeu, c'est tout un jeu graphique, mais voilà, il y a beaucoup de ressenti dans tout ça, et donc ça reste mystérieux. Et vous avez senti les parfums en les dessinant ? Et non, je n'ai pas senti les parfums. Autant pour Glenn Gould, je suis musicienne, je joue du piano, donc je pouvais m'exprimer à travers le dessin. Autant là pour le parfum, vraiment, je me suis reposée quand même beaucoup sur les indications de Béatrice. Et après, j'ai joué sur l'imagination et sur ce que cela m'évoquait. Est-ce que ça t'a surprise, les parfums que tu as sentis par rapport à ce que tu avais décrit ? Oui, évidemment, j'étais dans la surprise, j'étais très troublée aussi, comme si je les avais sentis avant même de... voilà, j'avais chouette ça. Donc j'étais vraiment touchée et troublée, et puis peut-être que ça m'aurait peut-être influencée vers autre chose, je ne sais pas, certainement, peut-être, je ne sais pas. Mais c'est très bien comme ça, parce que c'était déjà très codé, donc il fallait que je reste quand même... Je savais qu'il fallait que je reste quand même dans un cadre. Il ne fallait pas trop que je m'éparpille. Et je me serais éparpillée si j'avais senti les parfums. Oui, et en plus, Germaine Cellier, moi je la sens vraiment pas comme une rêveuse, quoi. C'est-à-dire, je pense pas que c'était quelqu'un qui allait imaginer des parfums avec des tas d'images. Ce qu'on sait d'elle, c'est qu'elle avait souvent une intuition de formule, quoi. La formule lui venait, et après elle travaillait, c'était du travail de fignolage, mais c'était pas quelqu'un... que je voyais se promener dans les bois et avoir des tas d'inspirations. Donc l'image non plus ne devait pas retraduire, parce que c'est possible aussi de travailler sur le parfum et de partir dans des délires poétiques pour montrer le travail d'un parfumeur, mais c'était pas elle, quoi. Elle, c'était au carré, des formules sèches, quoi, courtes, bien foutues, pas dans l'approximation, quoi. Et justement, on découvre que le premier parfum qu'elle va créer et qui va commencer à la faire connaître, c'est finalement dû à un petit surdosage. Elle surdose un élément par rapport au... Ah, mais c'est volontaire, hein. Oui, enfin, voilà, c'est volontaire, pas, mais... parce que ça arrive aussi dans la parfumerie qu'il y ait des surdosages accidentels qui puissent provoquer des idées, hein. Elle y allait franchement, quoi. Il y a une matière l'intéressait, elle y allait, elle mettait des doses bien supérieures à ce qu'on pouvait mettre habituellement dans la parfumerie, quoi. Et donc après, elle habillait ça, elle avait son idée et elle y allait... à coup de serpe un peu, hein. Là, les parfumeurs en parleraient bien mieux que moi, quoi, mais ces formules sont reconnaissables, quoi. C'est pas fignolé c'est pas pointilliste, quoi. C'est pas une petite dose de beaucoup de choses comme ce que fait le concurrent. Là, franchement, une matière l'intéresse comme le galbanum pour Vent Vert, elle y va, quoi. Justement, vous parlez de Vent Vert, on a parlé de Fracas, il y a Monsieur Balmain, c'est-à-dire qu'il y a encore des parfums qui, 20, 30, 40, 50, 60 ans après, sont toujours fabriqués, sont toujours portés. Comment on explique comme ça ? Déjà, ils étaient atypiques, surtout à l'époque où elle les a faits. Et puis, il faut pas non plus masquer le fait qu'ils sont partiellement reformulés.
Ils sont retravaillés par des parfumeurs contemporains. Je crois qu'il y en a qui travaillent d'ailleurs sur des parfums de Piguet. Alors, pour plusieurs raisons, enfin après, on va rentrer dans la technique, quoi. Il y a une raison évidente qui est les normes relatives aux allergies ont changé et sont de plus en plus exigeantes. Donc, il y a des matières comme la mousse de chêne, par exemple, qui était très utilisée dans la premier quart du XXe siècle, qui maintenant, on en met 3 gouttes, quoi. Donc il y a ça, il y a les modes qui changent, et il y a aussi les coûts. Il faut que la matière puisse être produite de manière régulière et à coût régulier. Donc tous ces éléments-là font que les parfums changent. Et dans le cas des parfums de Germaine, une chose que j'ai apprise la semaine dernière quand on est allé à Paris chez Givaudan, là. Germaine Sellier utilisait beaucoup ce qu'on appelait des bases. Grosso modo, les parfumeurs utilisent plusieurs choses. Ils utilisent une matière naturelle, l'huile essentielle de lavande, vous connaissez tous. Dedans, il y a des centaines de molécules, certaines sont odorantes, d'autres pas. Ils utilisent de la chimie, notamment des molécules. Une seule molécule qui sent avec une odeur particulière, ok. Et ensuite, les grandes sociétés comme celle où travaillait Germaine ont des petites spécialités, des mini-parfums dans le parfum, dont les formules sont secrètes. Alors, par exemple, là, les spécialités qui sont dans la BD, c'est les 2 muguets. Il y a 2 muguets différents. Et bien, Germaine utilisait ça. Mais on n'a plus les recettes aujourd'hui. Donc il faut que les parfumeurs les retranscrivent et essaient d'imaginer ce qu'il y avait dedans. Et ce ne sera pas exactement pareil. Ce qui peut expliquer que des parfums anciens ne sentent plus pareil exactement aujourd'hui. C'est toutes ces raisons. Voilà. On les modernise, il y a des bases, des spécialités qui ont disparu. Et ensuite, il faut tenir compte des normes d'allergie. Est-ce que le fait qu'on la connaisse peu en tant que grand public est dû au fait que c'était une femme ou au fait que c'était une parfumeur et que finalement on connaît peu de parfumeurs? C'est surtout parce que c'était un parfumeur. Les deux. Les deux. Mais elle est connue dans le milieu du parfum, évidemment, et respectée et admirée, mais on ne connaît pas davantage les parfumeurs hommes en dehors de ce milieu-là, hein, de cette époque. Jean Carle, ça ne vous parle pas non plus, hein. Même Edmond Ronischka, qui était vraiment un très grand parfumeur, on ne le connaît pas. Et jusqu'à il y a peu de temps, lorsqu'il y avait un lancement de parfum, par exemple Dior, Saint-Laurent ou une maison de couture comme ça qui lançait un parfum, le parfumeur n'était même pas présent lors du lancement. Après, on retombe dans ce que vous disiez tout à l'heure de Coco Chanel, c'est j'ai créé un parfum, j'ai fait un parfum, j'ai demandé un parfum, même si c'est pas eux qui l'ont composé, les couturiers s'en attribuent le dessin avec un E, E-I-N. Il faut dire aussi, alors après, là, j'invite nos auditeurs évidemment à découvrir la bande dessinée, mais qu'elle va traverser la guerre. Ouais. Et notamment, elle a créé pendant la guerre. Qu'elle va créer pendant la guerre, et qu'il y a une double planche qui est absolument magnifique au moment de la Libération. Là aussi, comment vous avez, entre guillemets, dessiné la guerre sans la dessiner? C'est-à-dire qu'on est dans un contexte de guerre, dans une ambiance de guerre, mais elle continue sa vie, elle crée son premier parfum, elle travaille, elle profite même des joies de la vie, c'est quelqu'un qui sort. Déjà, moi, je me base toujours sur le travail de Béatrice, hein, le scénario, et tout. C'est vrai que dans cet album, ce qui est intéressant, c'est que il y a toute cette partie historique qui se fond totalement dans l'histoire aussi de Germaine Sellier, ce qui nous donne des repères aussi dans le temps, ce qui nous amène aussi à se dire, quand même, elle bossait pendant la guerre, elle se démerdait, elle faisait du trafic par-ci, du trafic par-là, et c'était ça, cette époque-là, il fallait avoir de la débrouille et l'instinct de survie aussi, donc mais ça a appuyé encore plus ce caractère, ce côté aussi indépendant, ce côté je veux absolument faire quelque chose de ma vie, quoi. Donc c'était après pour moi encore toute la partie graphique, ce qui était intéressant, c'était justement de descendre d'un ton au niveau des couleurs et d'aller vers des couleurs plus neutres, plus grises, plus fumées, plus des tons un petit peu plus tristounés, quoi, on va dire. Ouais, c'est un aspect de la période que je connaissais pas du tout, c'est de la vie mondaine pendant l'occupation, en fait. Et il y a une planche que j'aime beaucoup, là, c'est quand on dit que les élégantes venaient en vélo au défilé de haute couture de Robert Piguet, quoi. Parce qu'il n'y avait plus d'essence, quoi. Donc elles allaient au défilé de haute couture, c'était leur façon à elles de résister à leur manière ou de profiter de la vie. On peut voir ça sous les deux côtés qui étaient sûrement complémentaires, quoi. Et Robert Piguet avait fait une collection sur le thème de la guerre avec des petits
Pistolet, des poignards, tu te rappelles, on avait cherché des la poignards, robe, des pistolets. on n'a pas trouvé d'image de ces robes non plus. Et pareil pour la sortie de Vent Vert au Festival de Cannes en 47, la reprise du Festival de Cannes. J'ai pas trouvé d'affiche, j'ai trouvé l'affiche du festival cinéma, mais qu'est-ce que ça a été le lancement? C'était très frustrant. J'aurais bien aimé avoir une machine à remonter le temps. Et c'est une BD qui nous permet d'économiser de l'argent, puisqu'à la fin, vous nous expliquez comment réaliser son propre parfum. Je cherchais ce que vous allez dire, Mathieu. Mais oui. Alors ça, c'était vraiment un challenge. L'éditrice a dit, Béatrice, ça serait bien quand même que tu fasses un petit do-it-yourself avec un rapport avec Germaine Cellier, qui était un génie du parfum, bien. Donc, mon idée, pour que ça ait quand même un lien avec elle, c'est que je prenne une des matières qu'elle avait utilisées dans ses parfums phares. Et j'ai pris l'huile essentielle de galbanum. De toute façon, je pouvais prendre que des produits naturels que le grand public peut se procurer en aromathérapie notamment, même si la qualité est différente de la qualité parfum. Donc j'ai créé une petite eau pétillante avec un nombre limité d'ingrédients, pas trop chers. Il n'y a pas de rose, il n'y a pas de fleurs d'oranger, de choses très chères comme ça, que vous pouvez faire avec 6 ou 7 huiles essentielles et que certains ont fait. J'ai des retours d'ailleurs, ça me fait très plaisir. Non, je pensais que Mathieu, tu allais nous dire qu'on pouvait se frotter avec la carte. Aussi. La carte parfumée. Aussi, après se frotter la joue. Chacun fait ce qu'il veut. Ou les vêtements. Bon, en tout cas, vraiment, j'encourage nos auditrices et nos auditeurs à lire cette bande dessinée, Germaine Cellier, l'audace d'une parfumeuse. C'est publié chez Nathan. C'est le moment, mesdames, où on passe à notre questionnaire de Proust version BD. Est-ce que vous êtes prêtes? Oui. On va voir. On va dire que oui. La première BD que vous avez lue? Alors, Tintin. Un des Tintins. Alors, lequel? Objectif Lune, peut-être. Moi, je pense que c'était des magazines, en fait. C'était Pilote, avec Bretéché, avec la rubrique à braque de Gottlieb. Pilote et Tintin, où il y avait de très bonnes BD aussi. Donc, je pense que c'est ça avant de lire des albums. Quelle est, selon vous, la meilleure BD de tous les temps? Alors, bon, moi, je suis très attachée à un auteur de bande dessinée. Alors, du coup, je vais dire Jimmy Corrigan. Voilà, donc Jimmy Corrigan, Chris Ware. Chris Ware, évidemment. Moi, j'avoue que j'ai une affection particulière pour la rubrique à braque, mais je peux pas dire que c'est la plus grande BD de tous les temps. Sinon, moi, mon dernier coup de cœur, c'était la monstrueuse BD Révolution, qui, à mon avis, est un travail extraordinaire. Quelle est, selon vous, la meilleure couverture de bande dessinée? Je suis très objective, Germaine Cellier, par Sandrine Revel. Ceci dit, c'est vrai qu'elle est très belle. Elle est superbe. J'aime beaucoup, je ne sais pas si c'est la meilleure, mais en tout cas, j'aime beaucoup. David Prudhomme, sa BD sur le Louvre, je ne me souviens plus comment ça s'appelle. La traversée du Louvre. La traversée du Louvre. Encore plus dur. Il y en a des belles, des Passagers du vent aussi. On parlait de Bourgeon tout à l'heure dans la voiture. Mais oui, je ne vais pas vous faire rester une heure là-dessus. Donc, ouais. Encore plus dur, la plus belle case de bande dessinée. Il y a quand même la fusée d'Objectif Lune qui était assez marquante. Bon, écoute, c'est difficile, tes questions. Oui, c'est super belle dur. Case. Je dirais une des cases de l'album de Nicolas de Crécy, Folie Gâteau. Après, il y a des cases de Little Nemo aussi, moi, que j'aime beaucoup. Ah oui. T'as raison, oui. Quel est votre personnage de BD préféré? Moi, je crois qu'il n'existe pas encore. Ton futur héros. Ouais, je pense que c'est héroïne. ce qui me poussera jusqu'à la fin dessiner. Je pense qu'il n'existe pas encore. La mule de Cordoue, voilà. C'est une bonne réponse. C'est original. La bibliomule de Cordoue. Une bonne réponse. Non, je sais pas. Alors peut-être votre personnage de BD détesté. C'est compliqué de détester un personnage. Oui, il peut vous agacer, mais de le détester. Il y a Séraphin Lampion qui est très énervant dans Tintin. Allez, un peu de provoque. Axérix. Non, là, je vais dire Bécassine. Allez, Bécassine. Et pour finir, une autrice ou un auteur de bande dessinée que vous nous conseilleriez et qu'on ne connaîtrait pas forcément? La série Amour fragile, que j'ai trouvé extraordinaire. Pareil, un tandem pas hyper connu, qui retrace le point de vue allemand sur la Deuxième Guerre, et que j'ai trouvé fabuleuse. Je suis désolée, c'est des séries historiques, forcément. Ah mais si, le détesté, j'ai trouvé, le père de Riyad Satouf. Ah oui, l'arabe du futur, il est terrible, le père. Amour fragile, Jean-Michel Beuriot et Philippe Richel. Beuriot et Richel, voilà.
moi, je pense qu'on la connaît, mais moi, je l'ai découverte il n'y a pas très longtemps, il y a 5-6 ans. Alors, je me dis, bon, Pussy Simons, j'avoue que je la connaissais pas il y a quelques années. Mais voilà, je pense que chacun aussi prend son temps dans son chemin de découverte. Et voilà, moi, je suis arrivée jusqu'à elle il y a pas très longtemps, donc je l'adore. Et sans savoir, vous venez de me faire une transition parfaite, puisque c'est l'invité du prochain numéro de notre podcast, parce qu'elle signe l'affiche de notre prochaine exposition. Waouh, Croquet. Oui. Donc vous nous avez fait une transition parfaite. Incroyable. Fabuleux. Je suis très très bonne pour les transitions. Merci beaucoup à toutes les deux, Béatrice Merci, Egemar, Mathieu. Sandrine Revel pour cette bande dessinée. Germaine Cellier, l'audace d'une parfumeuse, qui est publiée, je le redis, chez Nathan. Merci à toutes les deux. Merci.